Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Et si l'Afrique se retirait de la Cour pénale internationale, Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, milite en ce sens et propose la création d'une Cour africaine de justice internationale. Rémi Sonaya, seule femme candidate à l'élection présidentielle du 28 mars au Nigeria. Qui est-elle et quel est son programme? Portrait dans ce journal. Et puis ouverture ce lundi à Genève en Suisse de l'Africa CEO Forum 2015, une troisième édition placée sous le thème du nouveau contexte économique de l'Afrique. L'Afrique va-t-elle quitter la Cour pénale internationale? C'est du moins le souhait du président du Zimbabwe et président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe. Ce dernier propose la création d'une Cour africaine de justice internationale, une instance dont le rôle serait de juger les affaires africaines actuellement soumises à la CPI. Kekeli Afeto. Vers le retrait de l'Union africaine de la Cour pénale internationale. L'annonce a été faite par le chef d'État zimbabwéen Robert Mugabe, actuel président de l'Union africaine. Il propose la création d'une Cour africaine de justice internationale pour juger les affaires criminelles du continent. Décision qui surprend certains observateurs. C'est assez surprenant justement que l'Union africaine se retire de la Cour pénale internationale dans la mesure où elle était partie prenante de la création de cette Cour pénale internationale et la plupart des pays africains ont ratifié la création de cette Cour à Rome. Et que donc effectivement on sait que depuis la création de la Cour pénale internationale, la plupart des dirigeants visés entre guillemets étaient des dirigeants africains et que donc il y avait l'impression chez un certain nombre de chefs d'État comme s'il y avait une chasse aux sorcières contre les dirigeants africains. Cette déclaration a d'ores et déjà reçu l'approbation de certains États africains. Le gouvernement du Kenya s'engage à verser $1 million pour le financement de la création de cette Cour africaine. Selon les spécialistes, ce serait une erreur stratégique si ce projet venait à se concrétiser. C'est une erreur de réflexion dans la mesure où, pour éviter de se retrouver devant la Cour pénale internationale, il faut la bonne gouvernance, il faut respecter le droit déjà interne de chacun de ces États. Or, beaucoup de chefs d'État qui se sont retrouvés, ou des personnalités africaines qui se sont retrouvées à la Cour pénale, ont tous été, de près ou de loin, impliqués dans les violations des droits de l'homme. Depuis la création de la Cour pénale internationale en 1998, une trentaine de personnes, dont des dirigeants africains, ont été condamnées pour des crimes survenus en République démocratique du Congo, en Centrafrique, en Ouganda, au Soudan, au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali. Une conférence internationale pour venir en aide à l'Égypte, elle a débuté vendredi et s'est clôturée ce dimanche. Et malgré les critiques des ONG de défense des droits de l'homme, le président Abdel Fattah al-Sisi a obtenu le soutien de la communauté internationale à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le point tout de suite avec Kekeli Afeto. 12,5 milliards de dollars, des contrats d'une trentaine de milliards de dollars. Tel est le soutien obtenu par l'Égypte de la part des pays du Golfe lors de la conférence économique de Sharm el-Sheikh qui s'achève ce dimanche 15 mars. Ceci témoigne d'une confiance internationale retrouvée dans une économie égyptienne qui était au bord de la faillite il y a 2 ans et qui commence à se redresser. Maintenant que les investisseurs étrangers mettent la main dans la poche, maintenant Al-Sisi peut compter dans les années à venir, comme il l'a dit, sur la baisse du chômage et puis le retour du tourisme en Égypte comme c'était le cas auparavant. Cela revient à dire qu'il y a quand même de gros investisseurs régionaux comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou l'Émirat qui, à eux trois, donnent environ 30 milliards de dollars promis à Sharm el-Sheikh. Outre les aspects financiers, la communauté internationale compte miser sur l'implication de l'Égypte dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Le pays dispose aujourd'hui de la plus puissante armée arabe et d'une force d'intervention rapide de 50 000 hommes capables d'être immédiatement projetés dans le Golfe. Au niveau irakien, l'armée irakienne gagne du terrain sur Daesh. En Libye, il y a des négociations qui ont lieu au Maroc entre les factions rivales à l'est et de l'ouest. Donc la conférence de Sharm el-Sheikh a une visée de développement majeur à l'intérieur de l'Égypte, mais aussi une coalition en quelque sorte contre l'extrémisme religieux. Avec l'instabilité politique qui perdure,
la croissance qui recule, le déficit budgétaire de l'Égypte ne cesse de se creuser. Un déficit estimé à 14% du PIB pour l'année 2013. À noter que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est l'un des principaux chefs d'État à réclamer la création d'une force arabe commune pour combattre notamment le groupe État islamique, une option que va étudier la Ligue arabe lors de son prochain sommet prévu fin mars. Une démarche audacieuse, c'est ainsi qu'est qualifiée la candidature de Remi Sonaya à la présidentielle du 28 mars au Nigeria, seule femme en lice pour la course à la magistrature suprême. Elle entend marquer la différence à travers son manifeste pour un nouveau Nigeria. Reportage d'Afolake Onyin Loye, notre correspondante au Nigeria, commenté par Kevanido. Dans son manifeste pour un nouveau Nigeria, la seule femme candidate à l'élection présidentielle du 28 mars présente son programme de société. Un programme reposant sur 5 principaux axes, dont le tout premier est la sécurité des personnes et des biens. Si elle gagne, elle doit mettre de côté les sentiments politiques, religieux et tribaux. Regardez, le groupe terroriste n'avait pas jusqu'à 4000 hommes quand il a commencé. Aujourd'hui, il a grandi et attire plus de membres. Il faut beaucoup de courage et un cœur doux pour diriger ce pays. Et nous savons tous que les femmes sont plus douces. Même l'actuel président Goodluck, qui est un homme, a du mal à gérer l'insécurité dans ce pays. L'approvisionnement en énergie, l'éducation, les populations vulnérables et la construction d'une économie robuste sont les autres défis de Remi Sonaya. Mais oser défier 10 hommes quand on est une femme est déjà une victoire, selon certains observateurs. Je pense que c'est un pas audacieux dans la bonne direction, même si nous ne pourrions pas y arriver pour cette élection. La candidature de Remi Sonaya a donné de l'espoir à beaucoup de femmes. Remi Sonaya est professeure de langue française et de linguistique appliquée. Elle a toujours été intéressée par les affaires publiques et se passionne pour les questions de justice, d'équité et de développement en Afrique. Son intérêt pour les affaires publiques et les questions de développement a influencé sa décision de se retirer volontairement de son poste à l'université Obafemi Awolowo en 2010 afin de consacrer plus de temps et de ressources à ses activités. Les enfants mobilisés pour la réconciliation en Centrafrique, 28 enfants ont été choisis par leur père pour conduire leur propre forum ces jeudi et vendredi à Bangui, la capitale. Leurs recommandations seront ensuite transmises aux autorités de transition. Ibrahim Ndiaye. Quelle place pour les enfants dans la réconciliation en République centrafricaine? L'UNICEF et d'autres organisations non gouvernementales ont organisé des consultations dans les provinces qui a permis de choisir 28 enfants afin d'organiser un forum à Bangui les jeudis 12 et vendredi 13 mars 2015. Ce groupe d'enfants devrait remettre des recommandations à la présidente, Mme Catherine Samba Panza, et au Conseil national de la transition. La première question d'abord, c'est, vous savez, les enfants ont été utilisés toujours et comme toujours comme fer de lance de la violence. Ils ont été utilisés et puis ils sont aussi les victimes de la situation. Vous savez, il y a des enfants qui ont vu le meurtre de leurs parents, le viol de leur mère, le viol de leur sœur, et ça c'est très marquant. Donc eux comme victimes, eux aussi comme auteurs, c'est-à-dire pas auteurs mais disons instruments de la violence, ils ont effectivement leur mot à dire dans la réconciliation parce que ils vont s'enfermer alors que déjà la pauvreté est très prononcée chez nous. Les enfants subissent de plein fouet le conflit. Certains ont perdu leurs parents. Cette consultation est une manière de faire participer les jeunes à la vie politique, mais également d'exorciser les drames qu'ils ont vécus. Les autorités, on ne peut pas être à la tête d'un pays, on ne peut pas être une autorité dans un pays sans avoir tous les contours de la vie du pays. Bon, les enfants font ce rapport, c'est simplement pour attirer davantage l'attention, mais les autorités sont supposées avoir une vue plus générale de la situation. Bon, maintenant, si elles peuvent être plus sensibles encore, parce que bon, c'est des enfants qui sont venus, ce serait une bonne chose. Tous les thèmes sont abordés à l'occasion de ces travaux, notamment la violence, les viols, la gouvernance ou encore l'impunité. Ces travaux entrent également dans le cadre du Forum national pour la réconciliation qui devrait se tenir en avril à Bangui, en République centrafricaine.
Les autorités tanzaniennes décidées à agir contre les violences faites aux albinos dans le pays. Des actes de cruauté que le président tanzanien Jakaya Kikwete a qualifiés d'inacceptables. Une vaste campagne de sensibilisation est actuellement en cours dans le pays. Depuis mi-janvier, 225 personnes ont été arrêtées et 97 d'entre elles ont été déférées devant la justice. Plus que quelques heures avant l'ouverture de l'Africa CEO Forum 2015 à Genève, plus de 800 dirigeants de grandes entreprises venus d'une soixantaine de pays sont attendus pour la 3e édition de ce rendez-vous incontournable du secteur privé africain. Reportage de notre envoyé spécial, Paul de Singwe. Depuis 2012, l'Africa CEO Forum est devenu l'un des rendez-vous les plus importants des dirigeants africains. Avec nous, M. Ami Ben Yamen. Merci de répondre aux questions d'Africa 24. Quelle est la particularité de cette édition ? Écoutez, c'est une 3e édition, il faut le rappeler, d'un événement qui grandit chaque année. Alors la particularité de cette édition, c'est qu'elle intervient dans un contexte économique un petit peu dégradé. On a vu l'évolution du cours des matières premières, l'évolution des minerais, et qui rend donc cette conférence encore plus importante. On a essayé de faire de cet événement le porte-voix du secteur privé, et donc c'est demain lui qui va devenir le relais essentiel pour tirer la croissance qui jusque-là était quand même beaucoup mue par les matières premières. Alors un mot sur les débats qui auront lieu, sur les rendez-vous, les B2B. Alors il y a une première grande conférence justement pour parler des nouvelles trajectoires de la croissance africaine pour 2015-2020. Jusque-là, comme on l'a dit, on sort quelque part d'un super cycle de matières premières qui a duré 10 ans. Et donc, la première plénière va parler un petit peu de ces interrogations qui vont se poser. Quelles sont les économies qui vont tirer leur épingle du jeu? Quelles sont celles qui vont devoir faire des efforts supplémentaires? Quels sont les secteurs sur lesquels il faut investir? Et un des grands points de cette conférence cette année, c'est ce que l'on considère comme un élément primordial, la réforme de l'environnement des affaires, la question du doing business qui est un peu passé à l'arrière-plan parce que la situation économique était bonne, devient maintenant essentielle. Et il faut rappeler que sur les 50 dernières économies qui figurent dans ce classement, 36 sont africaines. Alors, M. Benjamin, un grand rendez-vous sur l'économie africaine, mais qui se tient en Europe. Oui, alors bon, traditionnellement, la raison pour laquelle on avait créé le Africa CEO Forum à Genève, c'était justement à l'époque, en 2011, pour montrer au monde ce qu'était le capitalisme africain, ce qu'étaient les entrepreneurs africains. C'est petit à petit devenu un rendez-vous qui s'est installé. Nous avons voulu maintenant le transférer sur le continent et ça sera chose faite l'année prochaine. Quel pays ? Je ne peux pas vous dire encore. Il faudrait peut-être rappeler qu'à l'issue de ce forum, des prix seront remis pour récompenser les dirigeants qui se seront illustrés tout au long de l'année 2014. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.